Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo assez courte, c'est vous présenter les gammes de chez Asus ROG, puisqu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de faire une vidéo dessus, puisque c'est pas forcément très intuitif de comprendre comment ça fonctionne. Je vous propose qu'on découvre ça tout de suite après l'intro. C'est parti. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur Azertech Hardware FR, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware. Ici, on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre d'acheter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu à la nomenclature des cartes mères Asus et puis vous allez voir que c'est pas forcément si simple que ça. Dans l'objectif un petit peu de vous apprendre à choisir votre carte mère, si jamais vous êtes vraiment un gros fan de chez Asus, il y en a peut-être qui comprennent pas forcément comment ils nomment leurs cartes et qui sont peut-être un petit peu perdus par rapport aux gammes qu'ils ont. Donc la vidéo sera certainement un peu courte, mais globalement c'est pas forcément le but d'avoir une vidéo à rallonge ici. Et si jamais vous voulez aussi avoir ce genre de vidéo pour les autres marques, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je peux éventuellement faire une vidéo pour un petit peu vous aider à choisir vos cartes mères. Enfin pas à choisir, mais plutôt à comprendre aussi la nomenclature des cartes mères. Donc on attaque tout de suite ça avec Asus, et du coup le bas de gamme de chez Asus c'est la Prime comme vous aurez pu comprendre. Alors on retrouve ici la Prime P qui est certainement la moins intéressante et la moins bien de toutes les cartes Asus que vous pouvez retrouver à chaque fois. Globalement, c'est une carte qui permet d'avoir le minimum syndical et qui est basiquement conçue de manière assez légère. Vous n'aurez pas trop de fioritures et puis même niveau logiciel, vous aurez vraiment le minimum qu'Asus peut vous fournir pour ces prix-là. Ça reste des cartes qui sont plutôt sympas en général, même si au niveau rapport qualité-prix, c'est pas forcément le top du top à chaque fois. Après, juste au-dessus, on va retrouver la gamme TUF qui, elle, est une gamme assez sympa. La particularité de la gamme TUF, c'est qu'elle reprend le matériel militaire. En fait, si vous voulez, tout le matériel TUF est testé et répond aux conditions justement et aux normes que l'armée peut éventuellement subir. Alors, je ne sais pas l'armée de quel pays, puisque je pense que suivant le pays dans lequel vous vous trouvez, l'armée n'a pas forcément le même matériel avec les mêmes normes. Mais basiquement, la gamme TUF, en tout cas, c'est vraiment dans cette ambition qu'elle a été construite. Et ça vous permet justement d'avoir du matos fiable et pas trop cher en général, même si maintenant ça commence un petit peu à prendre le melon, hein, on va pas se mentir qu'il y a des fois les cartes Asus TUF commencent à coûter un peu cher pour ce que c'est. Vous avez quand même une carte mère qui est plutôt costaud, assez orientée justement dans la polyvalence et dans l'accessibilité en tout cas. Et après, juste au-dessus justement de la gamme TUF, on va avoir plusieurs gammes. Par exemple, on va retrouver encore une fois la gamme Prime avec ici la Prime A qui se perd souvent là-dessus. Alors elle n'est pas disponible pour tous les chipsets en général. C'est une Prime qui a été gonflée aux stéroïdes et basiquement vous vous rapprochez très fortement de la ROG A à chaque fois. Ou alors vous êtes un peu au-dessus de la teuf. Des fois c'est une teuf en blanc quasiment. Mais bon. Donc la Prime A, on va dire, ça dépend vraiment des années. Des fois vous avez une Prime A qui est plutôt cool parce que vous allez avoir un truc un peu mieux qu'une teuf et c'est pas forcément beaucoup plus cher. Bon, après, ça reste tout blanc, donc il y en a qui s'appellera pas. Et des fois, c'est quasiment une ROG A, et du coup, c'est carrément rentable. Il y a d'autres années où elle est carrément pas rentable parce qu'elle est pas folle, et en plus de ça, elle est beaucoup plus chère qu'une teuf. Donc voilà, ça dépend vraiment des années. La Prime A, pour moi, c'est une Prime qui est un peu mieux, la plupart du temps. Mais voilà, on va dire que de là à conseiller fortement cette gamme à chaque fois, faut quand même prendre des pincettes également. Et après, on va retrouver la gamme ROG, la plus connue de chez Asus. Et là, vous allez voir que c'est certainement la plus dure à déchiffrer. Alors, on va voir la ROG A, qui est la ROG la plus entrée de gamme possible. Quel est le but ici? C'est de vous offrir une carte mère qui est quand même déjà assez costaud pour faire de l'overclocking, qui a toutes les fioritures possibles et imaginables. En plus de ça, on retrouve souvent une carte son Supreme FX de chez Asus. Donc c'est une Realtek basiquement qu'ils ont un petit peu custom pour faire ce qu'ils veulent, avec des condensateurs un peu mieux, donc forcément au niveau du son déjà ça va plutôt bien jouer. Au niveau de la carte réseau, on retrouve quasiment toujours du Intel ici, donc on a toujours des excellentes cartes réseau chez Asus à ce niveau-là. Et puis en plus de ça, vous profitez d'une grande partie du moins des logiciels et fonctionnalités de la gamme ROG. Justement, la ROG A vous permet un petit peu d'intégrer tout ça. Mais sa plus grosse spécialité, en tout cas, elle se voit directement, c'est qu'elle est blanche. On enchaîne avec la deuxième ROG qui est la ROG F. Alors là, la ROG F a pour particularité de pouvoir accueillir les plus gros processeurs possibles. Alors en général, vous pouvez largement mettre un i9 dessus, ça tient très largement, c'est très costaud, c'est très bien refroidi. On retrouve évidemment toutes les qualités qu'on retrouvait chez la ROG A avec une excellente carte réseau, excellente carte son et pas mal de fonctionnalités assez sympas. Le petit truc qu'on va lui reprocher, c'est que au niveau de l'overclocking, c'est clairement pas la meilleure. On a des sondes qui ne sont plus accessibles. Donc par exemple, la sonde des VRM n'existe pas en général. Et puis vous allez avoir des endroits où vous pouvez mettre le voltmètre sur les catégories au-dessus qui n'existe pas également sur cette carte. Ça permet déjà de faire des overclocking assez avancés. Après, on retrouve la gamme E qui, elle, est une F un peu plus musclée, donc des VRM plus costauds, des étages
d'alimentation, du coup, comme vous l'aurez compris, qui sont plus costauds, un peu mieux refroidis, des endroits pour mettre le voltmètre et mieux surveiller justement la stabilité des tensions, des fonctionnalités d'overclocking qui sont encore un petit peu plus poussées, et surtout le gros avantage qu'on va voir ici, c'est que bah, justement la Rogue E a pas mal de sons intégrés que la F n'intègre pas. Et c'est basiquement aussi l'une des plus grosses différences que vous avez entre les deux. Et puis après, on va retrouver des gammes encore au-dessus, avec par exemple la Creator qui est totalement dédiée aux professionnels. Vous pouvez également retrouver la gamme Maximus au-dessus de la gamme Rogue. Alors là, on attaque des cartes mères qui sont principalement conçues pour l'overclocking. Et comme vous pouvez vous en douter, vous avez la Maximus Apex, la Maximus Extreme, la Maximus Hero. La Apex est orientée particulièrement pour l'overclocking, comme vous aurez pu le comprendre dans la vidéo où on avait parlé de l'histoire d'Asus, que je vous mets juste là. Et en fait, la Apex, par exemple, a des protections anti-condensation pour les overclocking les plus gros. Et en plus de ça, vous avez que 2 slots de RAM parce que basiquement, c'est plus facile d'avoir 2 slots de RAM stable que 4. Donc voilà, comme ça, vous avez tout à ce niveau-là. Et puis vous avez la gamme Crosshair pour justement AMD. Il faut savoir que la gamme Maximus et la gamme Crosshair sont totalement similaires, donc on retrouve exactement les mêmes modèles, sauf la Apex qui n'est disponible la plupart du temps, voire même tout le temps, que sur Intel. Donc on retrouve ici uniquement par exemple la Crosshair Hero et la Crosshair Extreme. Comme ça vous en savez un peu plus, sinon les spécifications techniques restent globalement les mêmes entre les deux. Pour continuer d'ailleurs aussi sur la Creator, je me suis rendu compte également que je n'avais pas tout précisé justement au sujet de la Creator. Et justement pour revenir un petit peu sur cette carte mère, eh ben, on va se retrouver ici avec une carte qui est prévue pour les professionnels. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Eh ben, on va retrouver ici une carte son de légèrement meilleure qualité et puis surtout des cartes réseau qui sont conçues pour justement avoir le maximum de performance. On se retrouve souvent avec des cartes 10 gigabits et quand il n'y en a qu'une, voire même deux des fois, parce que globalement, vous avez souvent deux cartes réseau carrément sur justement ces créateurs de chez Asus. Et c'est des cartes qui d'ailleurs sont plutôt sobres, offrent pas mal de solutions de stockage puisqu'on retrouve pas mal de SATA, pas mal de M.2 avec des bonnes performances, des VRM très fiables et qui sont conçus pour durer. La carte est vraiment orientée justement pour être la plus fiable possible et vraiment orientée pour que les professionnels puissent l'utiliser à bon escient. Maintenant que vous en savez un peu plus justement sur ces cartes mères, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Puis sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce RGB. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.